Dans le volet précédent et à des fins d'optimisation du référencement d'un site, nous avons vu comment différer le chargement des images après le chargement complet de la page web elle-même. Mais les vidéos YouTube sont elles aussi problématiques en termes de rapidité d'exécution. Elles embarquent de nombreuses ressources externes, lourdes qui plus est, et qui ralentissent considérablement le temps de chargement complet d'une page. C'est la raison pour laquelle nous allons ici démontrer comment différer le chargement de ces vidéos, là encore, après le chargement complet de la page web. Pour la résolution de ce cas, nous proposons de récupérer une page HTML hébergeant une vidéo YouTube dans un iframe. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, la décompression fournit le fichier de la page web index.htm avec ses ressources dans les sous-dossiers. Vous notez aussi la présence d'un fichier texte à la racine, urlimage.txt. Il héberge, et nous le verrons, une petite URL dont nous aurons besoin pour configurer l'image de l'aperçu du lecteur vidéo. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier index.htm pour choisir de l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. En en-tête de l'ébauche d'une formation JavaScript sur la création d'une application d'évaluation, vous voyez la vidéo attenante s'incruster dans un cadre. Et si vous cliquez sur le bouton rouge de lecture, la vidéo se joue parfaitement. Mais à ce stade, elle est livrée dans son jus, c'est-à-dire de la façon la plus conventionnelle qui soit. Elle est hébergée par un iframe et elle embarque avec elle toutes les ressources externes. En conséquence, la page est ralentie en production et Google voit cela d'un mauvais œil. Maintenant, et de nouveau à la racine du dossier de décompression, je vous invite cette fois à cliquer droit sur le fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir, par exemple, avec un éditeur comme le Notepad++. La vidéo et son iframe sont déclarés dans le body de cette page, plus précisément dans un calque d'identifiant conteneur. Et vous voyez effectivement que l'iframe est passé ici dans un calque parent, donc balise div. Et classiquement, eh bien, avec l'attribut src, nous avons ici toute l'URL qui lui est transmise. Effectivement, c'est la façon la plus conventionnelle d'embarquer une vidéo YouTube ou une vidéo tout court d'ailleurs sur un site web. Le code JavaScript doit reconstruire ce lecteur dans un calque parent destiné à héberger l'iframe de lecture. En conséquence, dans le code HTML, nous devons remplacer cet iframe par un calque. Tout d'abord, nous allons le placer en commentaire, comme vous le savez, donc de cette manière-là, avec une balise ouvrante et une balise fermante. Et puis, à la suite, eh bien, nous allons créer notre calque, donc notre balise div, à laquelle nous allons attribuer un style qui existe déjà dans le fichier messtyle.css qui est hébergé dans le sous-dossier CSS de l'application ainsi téléchargée. Cette classe, ce style se nomme YouTube Player. Et puis, nous allons lui donner un identifiant important pour pouvoir piloter cet élément HTML par le code JavaScript. Nous allons l'appeler Player, donc pour lecteur. Nous aurions pu aussi utiliser un YouTube lecteur ou un identifiant lecteur pour attribuer des noms français. Nous le ferons, nous nous rattraperons dans le code JavaScript. Et très important, nous allons ensuite régler son attribut DataID de manière à mémoriser. Alors là, je vais d'abord fermer ma balise, de manière à mémoriser, disais-je, l'identifiant de cette vidéo. Cet identifiant, voyez-vous, il est ici. Donc, eh bien, nous allons le prélever juste après le embed et jusqu'au point d'interrogation, puisque ce qui suit fait référence à la playlist complète pour permettre eh bien, de jouer les vidéos dans l'enchaînement si d'aventure une suite logique existe. Pour résumer donc, l'identifiant et le style sont importants. Ces noms sont dirigés, nous l'avons dit, par des styles CSS dans la feuille messtyle, voyez-vous, qui est bien déclaré en en-tête de code. Et donc, nous avons ensuite l'identifiant de la vidéo qui est inscrit dans l'attribut DataID. Nous l'avons prélevé, comme vous avez pu le voir, depuis l'iframe. Vous pourriez mettre n'importe quel identifiant de vidéo valide issu de YouTube pour réaliser ces essais. Il est temps de nous intéresser au code JavaScript pour construire ce lecteur de vidéo et ne le charger que lorsque la page elle-même aura été complètement réceptionnée. Donc je vous invite tout d'abord à filer tout en bas de la page HTML, plus précisément
dans la section de script, et comme vous pouvez le voir, cette section n'est pas vide. Elle déclare deux fonctions. La première se nomme sans iframe et la seconde se nomme chargé, mais c'est dans le sens inverse que nous allons les exécuter. Et donc il y a une instruction JavaScript en toute fin, et elle est très précieuse. Elle crée un gestionnaire d'événements avec la méthode addEventListener de l'objet document. En premier paramètre, la valeur DOM-content-loaded définit l'événement intercepté. Il s'agit de la fin du chargement de la page web. Et le deuxième paramètre, chargé ici, précise les actions à exécuter quand cet événement est rencontré. C'est donc la fonction chargée qui est appelée lorsque la page HTML a fini son chargement. Et c'est là que nous devons entreprendre la création de ce lecteur vidéo, le chargement de la vidéo. Cette fonction donc chargée doit commencer par créer le calque devant héberger la vidéo tout en récupérant son identifiant. C'est alors que nous pourrons paramétrer le lecteur à construire. Donc dans les bornes de cette fonction, je vous propose d'ajouter deux premières déclarations. Nous allons donc utiliser des variables françaises, comme je vous le disais, vidéo zone pour représenter tout simplement le calque du lecteur à construire en récupérant, en pointant directement sur la balise div que nous avons construite juste avant. Comme vous le savez en JavaScript, c'est la méthode getElementById de l'objet document qui permet de pointer sur un élément HTML de la page, camel case, E majuscule, B majuscule, I majuscule, de la page, disais-je, en fonction de son identifiant, et nous le savons, son identifiant est player. Ensuite, nous avons besoin de pointer sur l'identifiant de la vidéo, l'identifiant qui est fourni par YouTube. Ce n'est pas l'identifiant HTML, c'est l'identifiant de la vidéo elle-même. C'est ainsi que nous pourrons justement la jouer, reconstruire l'URL. Nous allons appeler donc cette variable précieuse elle aussi, vidéo ID, de manière à pouvoir pointer sur l'attribut src de notre calque, pas src autant pour moi, c'est data ID, et donc ce calque est représenté désormais par la variable objet vidéo zone. Et là nous allons descendre dans la hiérarchie, dataset qui est la propriété parent, pour pouvoir descendre à la propriété enfant, ID, c'est ainsi que nous pouvons récupérer, vous voyez cette information, dataset ID, donc c'est-à-dire l'identifiant de la vidéo. Désormais, pour paramétrer cette vidéo à jouer, avec notamment son bouton de lecture et sa miniature, nous avons besoin de créer un calque enfant dans ce calque parent. Donc nous récidivons à la suite avec une nouvelle déclaration de variable. Je vous propose de l'appeler cette fois-ci calque. Et là, il s'agit de créer un calque et non pas de réceptionner un calque existant à piloter. Et donc nous allons utiliser cette fois la méthode JavaScript createElement qui permet de créer un élément HTML dont il s'agit de spécifier la nature en paramètres. Nous allons lui indiquer donc par le tag qu'il s'agit d'un div, donc d'une balise d'un calque HTML. Suite à cela, nous allons pouvoir lui injecter en quelque sorte l'attribut de l'identifiant de la vidéo, parce que c'est toujours et encore une fois par cet identifiant que nous allons pouvoir reconstruire l'URL de la vidéo à jouer pour ce lecteur, et nous allons exploiter pour régler l'un de ces attributs à ce calque, l'attribut data ID que nous avons prélevé au calque parent. Donc c'est comme si nous l'écrivions en dur dans le code HTML avec cette partie data ID égale le code que nous avons inscrit tout à l'heure, sauf que cette fois-ci nous le faisons dynamiquement et pour cause, puisque cette construction doit intervenir une fois encore à la fin, à la toute fin, lorsque la page a fini son chargement. Et donc là, c'est effectivement notre variable vidéo ID que nous passons en deuxième paramètre pour pouvoir écrire dans ce calque enfant data ID, c'était l'attribut data ID égale vidéo ID. Pour poursuivre la construction de ces lecteurs, il est important d'afficher une miniature de cette dernière, donc de la vidéo, lorsque la page est chargée, que la lecture n'a pas commencé. Ces miniatures sont hébergées par YouTube dans un emplacement qui est relatif à l'identifiant de la vidéo. Et cette URL est donnée dans le fichier à la racine, vous savez, le fichier texte. Donc je vais me permettre ici de la prélever, ce que vous pourrez faire vous aussi pour simplifier
la construction, car c'est toujours la même URL, mais relative à l'identifiant de la vidéo, nous l'avons dit, c'est ce fragment ici, ID, qui est intercalé, que nous devons remplacer par l'identifiant dynamique, ainsi réceptionné conventionnellement par le code PHP dans la base de données MySQL, pour ensuite le fournir, le transmettre au JavaScript, qui lui va se charger de réaliser ces petites prouesses par la suite. Donc, eh bien, à la suite du code de la fonction, nous allons maintenant créer un nouvel élément de type image, cette fois-ci pour l'aperçu. Donc, je vous propose eh bien, de créer une variable que nous nommons logiquement aperçu et que nous allons eh bien, initialiser grâce à notre objet document. Et comme tout à l'heure, grâce à notre méthode, alors là je vais pas copier car j'ai en mémoire l'URL que j'ai prélevé juste précédemment, donc grâce à notre méthode createElement, et cette fois nous ne souhaitons pas créer un calque mais une balise img, donc eh bien, nous lui passons en paramètre le tag img. Et c'est là que nous devons spécifier quelle est l'URL de cette miniature stockée sur YouTube. Eh bien c'est ce chemin statique que nous avons prélevé, dans lequel nous devons remplacer ce fragment ID par l'identifiant de la vidéo. Et ainsi, nous aurons des pages qui sont complètement dynamiques, qui s'adapteront parfaitement à chacune des vidéos réceptionnées par le PHP depuis la base de données en fonction de la demande utilisateur. Nous exploitons donc la méthode JavaScript replace pour lui demander de remplacer dans cette chaîne le fragment ID par une valeur dynamique, tout simplement celle qui est contenue dans notre variable vidéo ID, c'est-à-dire l'identifiant de notre vidéo à charger. Il ne nous reste plus qu'à valider la création de cet élément d'image pour l'incorporer dans le calque enfant, et pour cela le JavaScript sur ce calque, donc reconnu par ce nom de variable, propose la méthode appendChild que nous exploitons donc en lui passant eh bien, en paramètre l'élément à valider, à créer, à intégrer dans ce calque enfant. appendChild aperçu. Maintenant, nous devons paramétrer le bouton de lecture. Il doit être matérialisé par un calque, c'est-à-dire une balise div, lui aussi à greffer dans le calque enfant, c'est-à-dire cette variable calque, du calque parent, je vous le rappelle, vidéo zone. Alors je m'aperçois depuis tout à l'heure que j'avais repris mon code pas du tout au bon endroit. Sans doute vous l'aviez constaté et je vous ai vraisemblablement beaucoup étonné. J'étais concentré sur mon URL et j'ai pas du tout repris le code dans le flux. C'est bien la suite du code de la fonction. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette manœuvre très hasardeuse. Ça n'avait pas de sens bien entendu en dehors des bornes de la fonction. Donc, eh bien, nous devons paramétrer ce bouton de lecture, disions-nous. Et pour cela, donc toujours à la suite du code, nous allons déclarer une variable que je vous propose de nommer bouton lecture en respectant les normes de ce langage de programmation, c'est-à-dire le camel case avec un L majuscule. Et de nouveau, donc, nous allons faire appel à notre méthode createElement. Alors, désolé pour l'accent, il n'est pas très bon. C'est ainsi, donc nous créons notre calque, c'est-à-dire une balise div. Et là, bien sûr, nous allons paramétrer du moins un attribut de ce bouton de lecture, mais qui va, de cet attribut, il va en découler pas mal de réglages. Pour cela, donc, eh bien, nous le désignons de nouveau par son nom, bouton de lecture, et nous exploitons de nouveau notre méthode setAttribute pour pouvoir pointer sur l'un des attributs de cette balise div, c'est le style CSS qui nous intéresse, donc attribut classe, et que nous allons régler sur la valeur play. Vous pourrez le constater dans le fichier mes styles CSS, c'est bien un style qui existe, qui se charge notamment des dimensions, de l'emplacement de ce bouton, mais aussi de l'image qu'il doit eh bien, emprunter. Donc vous l'avez vu, c'est cette petite flèche dans une sorte de carré noir et rouge, noir lorsqu'il n'est pas survolé et rouge lorsqu'il est survolé. Dès lors, eh bien, nous pouvons, comme nous l'avons fait précédemment, valider la création de ce bouton après l'image dans ce calque enfant reconnu par le nom de variable calque, donc bouton lecture. Tous les éléments du lecteur étant prêts, nous pouvons désormais les insérer dans le calque parent. Et pour cela, il suffit de valider la création du calque enfant
dans le calque parent, exactement comme nous l'avons fait précédemment, avec exactement la même méthode. Sauf que, bien sûr, eh bien, la création doit se faire maintenant dans notre calque reconnu par l'identifiant vidéo zone, avec, bien sûr, la méthode appendChild, et c'est l'intégralité des éléments qui sont contenus dans ce calque enfant, donc reconnu par son identifiant calque, que nous intégrons dans le calque parent vidéo zone. Il nous reste tout de même à charger la vidéo en fonction de son URL dans un cadre, un iframe, lui aussi à ajouter au calque parent derrière la miniature et le bouton. Et pour cela, nous devons appeler la fonction sans iframe qui doit se charger du reste. Donc nous avons besoin d'un gestionnaire d'événements à déclencher sur notre calque. Donc ce gestionnaire concerne le clic, donc le calque enfant en l'occurrence ici, et au clic, que devons-nous faire? Eh bien, nous devons engager les actions d'une fonction selon la syntaxe de ces gestionnaires d'événements. Donc ce sont vraiment, comment dire, des événements qui sont interceptés à la volée. Les actions de cette fonction, il y en a une, mais qui se démultiplie dans la mesure où elle se charge simplement d'appeler la fonction sans iframe, qui n'est pas encore implémentée, mais nous allons très vite nous en occuper, donc en lui passant le contexte avec l'objet this qui représente eh bien, ce calque avec toutes ses dépendances, en l'occurrence le lecteur vidéo qui est en cours de construction. Et maintenant, dans les bornes de la fonction sans iframe, nous allons ajouter les instructions JavaScript qui vont nous permettre de finaliser cette construction a posteriori, je vous le rappelle, c'est-à-dire une fois que la page est chargée et que le robot d'indexation a pris bonne note de tous les éléments qui la composent, en toute transparence, eh bien, sans avoir ralenti ce processus, l'utilisateur pourra bénéficier de la vidéo. Nous allons donc créer un élément de type iframe que nous allons stocker dans une variable que nous nommons judicieusement cadre. Et vous voyez ici, tant qu'à faire, je vais aller chercher un bout d'instruction existant pour ne pas avoir à le recréer. Document, create element. Et là, cette fois, nous ne souhaitons pas créer un IMG, nous ne souhaitons pas créer un div, mais nous souhaitons créer un iframe. Et puis, eh bien, nous allons ensuite définir un attribut très important, et c'est celui qui manque pour cet iframe, c'est le SRC, c'est-à-dire la source de cette vidéo avec son adresse complète qui va permettre eh bien, de savoir où pointer pour la jouer, donc contextuellement. Pour cela, donc, sur notre variable objet cadre, nous exploitons, comme nous l'avons fait précédemment, la méthode JavaScript setAttribute pour pouvoir définir l'attribut SRC. Sur quelle valeur? Eh bien, sur un début d'URL qui est statique et la fin qui concerne l'identifiant de la vidéo dynamique à concaténer. Donc tout d'abord HTTPS, c'est vrai que c'est un fragment que j'aurais pu mettre aussi dans un fichier texte, mais il n'est pas très long à recopier. Donc youtube.com, et ensuite pour un iframe, embed pour signifier qu'il s'agit d'une vidéo embarquée. La partie statique est terminée, c'est là que nous devons greffer la partie dynamique, celle de l'identifiant de ce calque, de ce lecteur ainsi reconstruit, passer par le contexte en paramètre à cette fonction sans iframe, et donc nous allons pointer tout simplement comme nous l'avons fait là aussi précédemment, alors sans oublier bien sûr la hiérarchie, le point pour appeler les propriétés enfants, donc dataset.id pour pointer sur son attribut data-id. Et là, nous allons ajouter eh bien, une petite extension à cette URL derrière un point d'interrogation avec un attribut autoplay pour définir si la vidéo doit se lancer toute seule, et un autre qui, à mon sens, est plus important, rel égale 0, et bien tout simplement pour dire que toutes les relations qui sont associées à cette vidéo doivent appartenir à la chaîne. Cela veut dire que lorsque la vidéo sera terminée ou sera mise en pause, YouTube, sur la page du site, va faire des suggestions, mais pas de vidéos d'autres personnes du même thème, mais vraiment des vidéos de votre chaîne, de la chaîne. Bref, donc autoplay égale 1, voilà, et ensuite, eh bien, nous terminons notre syntaxe, l'implémentation de notre méthode setAttribute, et nous allons en profiter
malgré tout pour enlever les bordures de cet iframe, car en général elles sont assez disgracieuses, à défaut donc de les reconfigurer. Nous pointons sur l'attribut frame border de l'iframe et tout simplement ici, eh bien, nous allons les fixer à une largeur de 0 pour les faire disparaître. Et enfin, eh bien, nous n'avons plus qu'à injecter ce cadre dans le lecteur, et pour cela, eh bien, nous allons utiliser sur notre objet div, c'est-à-dire notre lecteur qui est issu de la fonction chargée, grâce à la propriété parent_node et la méthode replace, nous allons replace child, autant pour moi, replace child, puisque en fait nous souhaitons atteindre un nœud enfant pour pouvoir placer eh bien, ce cadre dans le lecteur, derrière les éléments comme le bouton ou l'image qui appartiennent au calque enfant, c'est-à-dire le nommé calque, dans le calque parent VideoZone. Donc nous pouvons enregistrer les modifications, revenir sur la page web. Vous voyez que ici nous sommes bien dans un iframe, qu'il y a ces petits déclencheurs jaunes pour les vidéos YouTube. Je vous propose de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier. L'allure initiale a changé. Lorsque nous pointons dessus, vous voyez qu'il y a un petit effet d'ombre et le bouton devient rouge, ce n'est plus la même apparence. Et lorsque nous cliquons, eh bien nous enclenchons la lecture de la vidéo YouTube, mais elle n'est plus du tout embarquée de la même façon que dans la version initiale. Elle n'est chargée qu'une fois la page complètement restituée, et elle n'embarque plus les ressources externes de YouTube. La vitesse s'en trouve largement améliorée aux yeux du robot de Google, et c'est très important. Voilà donc pour cette nouvelle astuce JavaScript, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.